Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes donc sur Radio Fréquence Atlantique avec 3 longueurs d'onde, 88.3, 93.6, 105.9. Une radio qu'on peut suivre sur Internet, donc rfaradio.fr. Et une partie interactive qui commence après la rediffusion en Facebook, à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Donc dans quelques secondes, l'émission va démarrer. Jingle, s'il te plaît. Après 20 minutes, première partie, deuxième partie. On y va? Voilà, alors, dimanche dernier, nous avions intégré la partie déconstruction dans les actualités. Et donc nous avions fusionné le tout. Ben, cette semaine, on va faire l'inverse, parce qu'il y a une question fondamentale que nous avons abordée, la question de la souveraineté, et nous avons été interpellés sur cette question par des auditeurs. Donc nous avons nous vous proposons aujourd'hui de faire un point global sur le thème suivant, rapport entre la question du statut politique de notre pays, celle de la possibilité de répondre aux crises majeures que nous vivons, sanitaires ou autres, et plus généralement sur le rapport avec la question du développement de notre pays. Alors évidemment, on pourra glisser quelques informations d'actualité dans ce contexte général. Mais avant tout, je voudrais réagir à l'interpellation de 2 auditeurs, précisément, pour montrer que nous tenons à l'aspect interactif. D'abord, dans l'émission de dimanche dernier, nous avions fait une proposition d'éducation alternative dans les familles, dans les quartiers, et nous avions parlé de 2 progressions pédagogiques sur PDF que nous mettions à disposition du public. Alors, un auditeur nous a appelé pour nous demander s'il était possible de mettre ces progressions sur le site de Jicambout. Et nous avons trouvé l'idée intéressante. Nous voulons vous informer que cela est fait dorénavant. Vous tapez www.jicambouttv.com et là, en bas de page, vous pouvez télécharger les 2 progressions, français et histoire-géographie, comme soutien au travail que les élèves, les étudiants peuvent faire chez eux. Donc c'était la première interpellation. Deuxième interpellation, nous avions eu l'occasion de réagir à l'intervention d'un auditeur qui parlait du président de la collectivité territoriale qui avait pleuré lors d'une visite à l'hôpital. Et nous avons rencontré cet auditeur à Fort-de-France qui est venu préciser sa position. Nous avons eu un échange. Alors, je tiens déjà à saluer cette démarche-là, parce que ça nous a permis de nous comprendre. Et souvent, nous avons des visions communes, nous avons des intérêts communs, et nous ne nous parlons pas parce que nous interprétons d'une façon peut-être abusive les propos de celui qui est en face de nous. Et donc nous avons parlé, et j'ai compris absolument l'argumentation qu'il développait en disant que, bon, il faut faire attention à la communication des hommes politiques. Et je lui rétorquais, oui, mais aussi il nous faut faire attention à la personne humaine, à ses possibilités d'être sincère. Et nous avons débouché sur l'idée de mettre en avant ce qui est principal, à savoir quel est l'ennemi commun, que devons-nous faire pour développer l'unité du peuple, etc. Donc cet échange-là, nous devons l'avoir entre Martiniquaises qui voulons le résultat que nous savons, le développement, le bien-être de notre peuple. Alors, dans cette même conversation, l'auditeur nous disait, mais oui, mais il y a une chose que je n'ai pas bien comprise, chaque fois tu disais, ça c'est scientifique, ça c'est scientifique. Qu'est-ce que ça signifiait exactement, ce mot scientifique? Et voilà encore une chose que nous devons prendre en compte, c'est que souvent nous parlons en pensant que nous sommes compris, et il nous faut déborder de pédagogie. Alors, pour répondre à cet auditeur, ce que nous appelons scientifique, ce
que nous qualifions de scientifique, c'est ce qui concerne le domaine de la connaissance et qui présente des caractères de rigueur, d'objectivité, ou pas qu'à faire bagaille pour courir les monde, des caractères qui sont propres à la science, justement. Quelqu'un qui fait de la science, il cherche, il élimine les thèses erronées, il fait un travail en tenant compte de preuves objectives. Et il y a la rigueur scientifique quand on fait des expériences. Donc, ce qui est scientifique, c'est ça. Quand nous parlons de notre position sur le vaccin, des arguments qui sont donnés par les uns et les autres, nous disons être scientifiques quand nous nous débarrassons des on-dit, des suppositions, des intentions de propagande, mais pour répondre précisément à des questions. Voilà, c'était ce préambule que je voulais poser avant de passer à notre question fondamentale d'aujourd'hui. Je répète, quel rapport y a-t-il entre la question du statut politique de notre pays et celle de la possibilité de répondre aux crises majeures que nous vivons, sanitaires ou autres, et plus généralement avec le rapport qu'il y a entre la question du développement de notre pays et les éléments que nous développons. Vous avez vu que depuis quelques émissions, j'interpelle l'opinion sur cette histoire de souveraineté en disant que si nous avions nos ministres, nous aurions pu résoudre plus correctement la crise. C'était une façon de poser la question de l'indépendance. Alors, le statut, quand on parle de la question du statut politique de la Martinique, évidemment, c'est département, autonomie, indépendance, collectivité, etc. Et dans l'esprit de la majorité du peuple, il ne faut pas nous leurrer, il y a une hostilité à l'indépendance. Nous en sommes tout à fait conscients. Quand vous en parlez, les réponses types qui viennent, c'est l'indépendance, c'est la misère, on va supprimer la sécurité sociale et les retraites, on sera comme Haïti, etc., etc. Mais ces réponses-là viennent d'un conditionnement qui a été fait par la propagande menée pendant des siècles pour idéaliser la France, pour dénigrer la population, pour la diviser, et pour priver la population des éléments de connaissance qui permettraient de répondre valablement. On ne va pas tellement insister sur tous ces arguments-là aujourd'hui, mais simplement pour dire que, par exemple, quand on dit on va supprimer la retraite et la sécurité sociale, il est clair que depuis 20 ans, le gouvernement français supprime les retraites et la sécurité sociale. On ne rembourse plus les médicaments comme cela était le cas avant, on paie de plus en plus cher pour aller chez un spécialiste, les retraites sont ponctionnées par des impôts, on change le système de répartition pour faire des systèmes à points, on allonge le nombre de cotisations et au bout du compte, les jeunes générations n'auront que des pistaches entre leurs mains et non pas de retraite. Sans compter qu'il y a une désinformation dans cette affaire-là, puisque quand on touche la retraite, c'est parce qu'on a cotisé, qu'on soit indépendant ou pas, on la touche. Les retraités qui dépendaient de la France en Algérie, eh bien, ils ont continué à toucher leur retraite après l'indépendance. Mais c'est pour illustrer rapidement. Ou encore en disant que Haïti est pauvre parce qu'elle est indépendante, c'est un crime de dire ça, c'est de la propagande malhonnête, puisqu'on sait que Haïti est payé une dette illégitime d'indépendance à la France, que les Américains ont volé le stock d'or de la Banque d'Haïti, que les Occidentaux ont mis en place des dictatures, armer leur police, entraîner leur police pour entretenir le peuple haïtien dans la misère. Bref, donc, mais tout cela, on va avoir l'occasion d'en parler. Ce que je veux dire, c'est que dans la majorité de la population, c'est ce rejet de l'indépendance qui prédomine à cause de ces arguments-là qui leur ont été inculqués. Alors, on aura un travail à faire, évidemment, pour montrer qu'un système de retraite ou de sécurité sociale n'a rien à voir avec la dépendance. Cuba est sous embargo, dépendant et socialiste. Eh bien, le système de retraite et de sécurité sociale est 1000 fois plus opérant
que celui qui existe en France. Allez voir aux États-Unis. Et puis, il y a donc cet argument chez les gens, et puis il y a les arguments plus subtils, mais plus démagogiques, donc, qui sont développés par l'élite, les économistes, les politiques, les intellectuels en Martinique, qui savent qu'on ne peut pas rejeter l'idée d'indépendance en soi. Donc, ils développent l'idée que, mais non, mais c'est passé ça, le temps des indépendantistes, c'est fini. Aujourd'hui, c'est le temps des grands ensembles. Il faut construire de grands ensembles. Mais quand on est seul, on est dans la mondialisation, donc il faut se forcer à construire de grands ensembles. Nous sommes dans l'Europe, donc nous serons plus forts vis-à-vis de la mondialisation. C'est évidemment une escroquerie intellectuelle fondamentale pour la bonne raison que eux-mêmes n'appliquent pas la théorie des grands ensembles. Ce sont eux qui ont, j'allais dire, décaché la Yougoslavie. C'est un pays qui était avancé socialement, mais ils avaient besoin de casser l'idéologie socialiste. Eh bien, ils ont financé l'éclatement de la Yougoslavie. Et quand la Yougoslavie a été éclatée, il y a eu la Serbie. Eh bien, c'est eux qui ont poussé le Kosovo à se casser, à se retirer de la Yougoslavie. Donc, quand ils ont besoin de détruire un pays, la thèse de grand ensemble, ils la mettent sous le chapeau. Mais au-delà des ennemis qu'ils empêchent de se construire en ensemble, de se consolider, eh bien, il y a la pratique, la réalité des grands ensembles qu'ils nous proposent. L'Union européenne, on se vante d'être dans l'Union européenne. Qu'est-ce que l'Union européenne? Quelle harmonie y a-t-il entre ces pays? C'est la misère généralisée, c'est l'accroissement de la pauvreté des classes défavorisées. Pourquoi? Parce que le grand ensemble est dominé par une poignée de multinationales et que les gouvernements libéraux qui sont à la tête des pays européens sont au service à la solde des multinationales pour casser les retraites, pour casser les conventions collectives, pour écraser les petites entreprises, etc. Donc le grand ensemble entre les mains d'une minorité de prédateurs ne peut en aucun cas permettre à la population de se développer. Aujourd'hui, on voit bien que le grand ensemble occidental est en train de se fracturer parce que les États-Unis prennent leur bord et au sein de l'Union européenne, la Grande-Bretagne essaie de se coller près des États-Unis. C'est une foire de campagne entre des gens qui défendent leurs propres intérêts. Alors, regardez par exemple ce que disent les Européens et les Américains des Ouïghours, de Taïwan, de Hong Kong. Ils vous disent pas c'est grand ensemble, ils disent non, 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 Hong Kong ne peut pas se développer parce qu'il y a la puissance chinoise qui l'empêche de se développer. Alors ça qui est bon pour soi, bon pour qu'on a. Donc, en fait, ce que je veux dire avec cette introduction, c'est qu'il faut absolument nous débarrasser des réponses émotionnelles ou bien qui sont dictées tout simplement par le conditionnement, par la propagande. Et comprendre qu'il faut aborder la question du statut politique de notre pays avec urgence, de façon scientifique, comme on avait dit, en tenant compte des éléments objectifs dont nous avons déjà parlé, si nous voulons être en capacité de répondre aux défis que nous avons déjà présentés. Alors, je rappelle 4 principaux défis à prendre en compte. Et si on n'en prend pas compte, aucun problème, ni économique, ni social, ni sociétal, ni humain, ne pourra être réglé ni dans notre pays, ni dans aucun autre pays que ce soit. Le premier, nous en avons parlé assez largement dimanche dernier, c'est le changement climatique et ses conséquences sur la planète, sur l'humanité. Je vous invite chaque semaine à aller voir les informations, inondations, pluie, New York, etc., incendies, etc. Donc ça, c'est une réalité qui transcende toutes les frontières. Donc, il faut que la réponse que nous portions à cette question-là soit pensée au-delà
des rapports statutaires qu'on veut nous imposer. On va arriver à la conclusion tout à l'heure. Mais pour surmonter les crises alimentaires, les crises écologiques et catastrophes climatiques, etc., il faut qu'on sache pourquoi. Nous en avons déjà parlé. C'est la conséquence principalement du système ultralibéral imposé par les puissances impérialistes et colonialistes, par un petit groupe de pays qui produisent à tout prix, qui pillent la planète, qui déforestent, qui rejettent des gaz à effet de serre, en sachant que ça nous détruit, et qui ne prendront jamais de disposition pour arrêter cela, parce que c'est de cela que dépendent leurs profits. Donc, la question politique doit nous amener à dire il nous faut chercher le moyen de casser l'influence et la domination des pays impérialistes et colonialistes pour résoudre ces questions-là. C'est une question politique qui nous amène à parler de problèmes institutionnels. Comment charpenter un pays, les relations entre les différents pays, pour pouvoir combattre les dictats des puissances colonialistes et impérialistes. Le deuxième défi, nous en avons déjà parlé aussi, c'est le contexte économique international. On sait que pour ces pays colonialistes et impérialistes, c'est l'argent, c'est le capital qui est le moteur de l'économie. C'est ça qui détermine tout. La puissance, le pouvoir, l'influence qu'on peut avoir au niveau international, dans le commerce, etc. Ça, c'est la réalité. Or, avec le développement anarchique du capitalisme, ce qui s'est passé et que aucun économiste ne peut nier, c'est que les capitaux se sont détachés de l'économie réelle. Il n'y a aucun moyen aujourd'hui pour faire en sorte que l'argent détenu par les grands capitalistes, par les spéculateurs, puisse être affecté à la protection de l'environnement, au développement de la santé, d'une alimentation. Non! Ceux qui possèdent l'argent spéculent. Ils le placent dans des paradis fiscaux pour échapper au paiement d'impôts qui auraient pu permettre aux États de lutter, mais en même temps, ils placent leurs capitaux, ils les font naviguer pour attraper les profits maximums. Par exemple, on va pouvoir délocaliser pour faire des jeans à 0,2 centimes et venir les vendre. On va mettre notre argent là. Il y a des grèves. Les gens refusent, ils veulent un salaire décent. On prend nos capitaux, on va investir ailleurs, etc. Les capitaux sont détachés de l'économie réelle, des besoins de production et de circulation. Il n'y a aucun moyen, sans poser des problèmes d'institutions politiques, de combattre cette réalité. Bon, un troisième élément, alors, avant d'aller au troisième élément, pour dire, imaginez ce que ça a comme conséquence pour des pays qui veulent construire une économie au service de leur population. Puisque ce qui est déterminant, un capital qui vient, qui repart, etc., aucune certitude. Vous ne pouvez pas avoir de projection et vous ne pouvez pas. Donc, la question de l'institution politique qui va mettre fin à ce banditisme est absolument cruciale. Le troisième, on a parlé du contexte économique international en seconde position. Le troisième élément, c'est le contexte politique international et qui est rattaché aux deux premiers points que nous avons dit. Nous sommes dans un monde de gangstérisme international. Les gouvernements états-uniens, européens, capitalistes en général, ne sont là que pour servir les multinationales, ne respectent aucun droit. Vous avez des gouvernements qui subventionnent des subversions, qui volent l'argent du pays. Quand la Grande-Bretagne dit « je vole l'or du Venezuela, de l'État vénézuélien, et je le mets au service du criminel Guaido, copain des trafiquants de drogue ». C'est du gangstérisme. Quand les États-Unis, malgré les condamnations répétées qui se font à l'Assemblée générale de l'ONU, maintiennent un embargo illégal sur Cuba,
c'est du gangstérisme. Quand Macron et son gouvernement français bloquent les salaires des employés du consulat du Venezuela en Martinique, empêchent qu'ils aient un compte en banque, c'est du banditisme, c'est du gangstérisme, au point que le consulat a dû fermer ses portes. C'est ça qui règne. Je ne parle même pas des guerres dites préventives ou dites humanitaires, où on dévaste un pays, on bombarde, on tue Saddam Hussein, on tue Kadhafi, et puis on laisse le pays dans ce qu'on... Voilà. Un bourbier, des gens qui s'assassinent, des chefs de guerre qui rançonnent, des gens qui meurent de faim, et puis on est content. C'est ça le gangstérisme international qui prévaut. Et puis, à côté de ce gangstérisme, le processus de fascisation dont nous avons parlé, où on remet en cause toutes les libertés fondamentales conquises par les luttes, pour contrôler les citoyens, voir où ils vont, leur imposer contre leur gré d'être vaccinés à titre expérimental. Hein? Les hypocrites, les malhonnêtes qui disent que c'est parce qu'on est contre la science qu'on refuse le vaccin de Pfizer, hein? Ce sont des gens qui sont au service du système. Nous avons déjà expliqué suffisamment cela, je ne reviens pas dessus. Mais donc, on est dans ce processus de fascisation. Hein? On trouve tout à fait normal que Macron et ses sbires coupent des mains et bornent des gens gilets jaunes en France qui réclament leurs droits, et puis on est fâché, on traite la Chine de dictature parce qu'ils disent, bon, les enfants ne pourront faire des jeux électroniques que 3 heures par semaine parce que cela détruit leur équilibre, ce qui est avéré scientifiquement. Donc, on se permet tout, c'est la fascisation totale. Les mesures totalitaires existent dans des pays opposés aux Occidentaux. C'est clair, c'est une bataille d'influence entre impérialistes qui cherchent l'hégémonie. La question est nette. Moi, je parle du système dominant qui nous est imposé et qui est en train de se fasciser de façon à pouvoir domestiquer et continuer à faire des profits. Ça, c'est le contexte. Et pour nous, c'est encore plus grave. Parce que le colonialisme français est en train de péricliter. Le colonialisme français est chassé d'Afrique. Il ne tient pas à la concurrence en Asie ou aller voir en Amérique. Mais en Kanaki, la question de l'indépendance est pratiquement réglée. On sait qu'on va y aboutir. Donc on essaie une forme néocoloniale. Donc on va se maintenir sur les positions où il y a colonialisme direct. On va se maintenir à Mayotte. Je rappelle à tous les auditeurs et toutes les auditrices que la communauté internationale, entre guillemets, ne reconnaît pas la présence de la France à Mayotte. C'est une escroquerie politique, c'est un viol de souveraineté qui a été fait. Il y a eu un référendum pour l'indépendance de l'archipel des Comores. Et puis parce que dans l'une des îles où étaient en majorité des Français, des colons qui avaient droit de participer au vote, ils ont eu la majorité. Enfin, on n'a pas accepté l'indépendance. Au mépris de tout droit international, la France dit, eh bien, bon, je prends ce pays-là, j'en fais un département. Ce n'est pas reconnu par la législation internationale. C'est pour dire que la France est prête à toutes les ignominies pour conserver sa domination. Alors, à juger voir dans d'autres pays où ils sont arrivés à conditionner une bonne partie de la population, où une bonne partie de l'élite est complice du colonialisme, parce qu'elle a des intérêts égoïstes à satisfaire. Et on va voir que dans ce contexte politique global que nous disons, de gangstérisme et de fascisation, ils vont accélérer leur politique de répression policière ou judiciaire et leur politique de génocide par substitution. Ils vont, les colonialistes français, profiter de la crise sanitaire actuelle pour cacher le scandale de l'empoisonnement aux pesticides dans le chlordécone et laisser les milliers d'ouvriers agricoles qui sont contaminés, qui ont des cancers, qui ont toutes sortes de maladies, crever à petit feu, sans les indemniser,
de façon à récupérer le sol sur lequel ils habitaient. J'attire l'attention des Martiniquais et des Martiniquaises sur les personnes âgées, isolées. En quelque part, il y a une responsabilité locale puisqu'on doit s'occuper de ces personnes âgées. Mais il y a ici des investisseurs qui démarchent les personnes âgées isolées pour leur proposer de rénover leur habitat, d'améliorer leurs conditions de vie en échange d'une signature pour une rente viagère. Qui donc, les gens en partie, bagaïla, cavinita, investisseurs. Donc c'est toute cette politique de génocide par substitution qui doit nous interpeller sur le troisième défi à surmonter, c'est le contexte politique global. C'est dans ça qu'il faut que nous voyons manière nous pouvons mener back nous. Et le quatrième élément, c'est le délitement généralisé des liens sociaux et des valeurs positives liées aux différentes civilisations. Ça ne nous concerne pas nous seuls Martiniquais et Martiniquaises, ça concerne l'ensemble des sociétés. Mais enfin, ouvrez n'importe quel journal dit d'information. Allez sur Google, regardez ce qui se passe. Hier encore, hein, il y a eu une fusillade dans un lycée, toutes les semaines. Vous imaginez que chaque jour, il y a des gens qui pètent les plombs, excusez-moi la vulgarité, qui tuent leurs enfants avant de se suicider. Vous imaginez que des gens deviennent terroristes parce qu'ils sont endoctrinés par des sectes djihadistes. La violence quotidienne que nous vivons, l'aggravation des violences domestiques, comme on dit, tous ces genres d'agressions qui se font, c'est lié directement au délitement des liens sociaux, provoqués, entretenus par le contenu des émissions télévisées, le contenu des actualités qui sont privilégiées, par le sabotage de l'éducation, par le fait qu'on empêche aux gens d'avoir accès à l'instruction, à la compréhension pour protéger le système. Donc les gens sont dans une souffrance indescriptible, ils n'ont pas de réponse et ils disjonctent. Cela se fait dans tous les pays où il y a domination, où il y a absence de réponse valable. D'autant plus que les référents qui existaient jusqu'alors, religion et autres, sont dévalorisés par les scandales de pédophilie, etc. Les gens n'ont plus de repères. L'esprit humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein? Lorsqu'il a des certitudes, un environnement stable de l'instruction, il y a moins de chances qu'il dérape. Mais s'il est dans la mouise perpétuelle, écrasé, son cerveau ne fonctionne pas. Alors, au lieu de juger de façon impériale, moraliste, monsieur, il pas fait ça, etc., madame, pas fait ça, on doit réfléchir aux racines de ce mal-là, et c'est un défi à surmonter, parce que si nous ne changeons pas de système politique, si nous n'avons pas un pouvoir de faire autrement, ils ne le feront jamais, nous irons de mal en pire. Alors voilà 4 grands défis qui nous posent, qui nous obligent à réfléchir et qui nous font conclure pour cette première partie la question d'une réelle souveraineté des peuples à la base est donc d'une urgence essentielle. Cela pose le problème du statut institutionnel qui nous permettra de garantir cette souveraineté. Mais de façon concomitante, en même temps, le problème des moyens dont nous pourrons disposer pour construire une société mettant fin à la domination et à l'exploitation par des minorités privilégiées, ainsi qu'aux politiques ultralibérales que les gouvernements développent en leur nom. Alors, on va peut-être faire une petite pause musicale avant de passer
au deuxième point sur la question du statut propre à la Martinique.